La matinale RCF, le grand invité. L'Assemblée nationale a entamé hier l'examen du projet de loi d'accélération du nucléaire, un texte déjà adopté par le Sénat en première lecture qui l'avait largement amendé, mais ce qui devait être initialement un texte technique se complexifie soudainement avec d'une part la découverte de nouveaux problèmes de fissures dans un système de sécurité de plusieurs réacteurs et la gouvernance de la surveillance du parc nucléaire français que le gouvernement souhaite faire évoluer. Ce matin, je vous propose de prendre du recul pour décrypter ce dossier et pour en parler, nous sommes avec Emmanuelle Galichet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en physique nucléaire, également enseignante-chercheuse au sein du Conservatoire national des arts et métiers, le CNAM. Début mars, une fissure importante a été découverte dans un circuit de refroidissement d'urgence de la centrale nucléaire de Penly, c'est en Seine-Maritime. Les experts ne s'attendaient pas à trouver ce défaut à cet endroit-là et la taille de la fissure a étonné jusqu'à alerter l'autorité de la sûreté nucléaire. Faut-il craindre pour notre sécurité nucléaire aujourd'hui ? Alors non, il ne faut pas craindre pour la sûreté parce que justement, tout le monde surveille correctement, aussi bien l'exploitant que l'autorité de sûreté. Tout le monde surveille exactement l'état des centrales nucléaires. Et donc, on trouve effectivement des problématiques de corrosion, comme vous en avez bien expliqué. Mais justement, on les a trouvées. Donc, c'est ça qui est vraiment extrêmement important. Il faut rester humble devant la science, devant la technique. Il y a des choses que on ne sait pas encore. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les utiliser. Il faut les utiliser avec précaution. C'est ça, je dirais, ce qu'il faut retenir de tout ça. Est-ce qu'on peut craindre qu'on n'ait pas tout trouvé, qu'il y ait des fissures encore qu'on n'ait pas identifiées et qu'on n'identifie peut-être jamais ? Alors oui, c'est possible et c'est pour ça aussi que l'ASN a demandé à EDF d'étendre son périmètre de surveillance. Voilà, l'autorité de sûreté nucléaire. L'autorité de sûreté nucléaire, pardon, excusez-moi, oui. Donc EDF va étendre son périmètre de surveillance, c'est ça qui est important. Ce qu'il faut voir, c'est que ce sont des circuits qui ne fonctionnent pas lorsque le réacteur est en exploitation. Et donc il y a peut-être aussi une problématique sur le fait qu'il ne fonctionne pas assez souvent. On ne sait pas encore exactement toutes les tenants et les aboutissants de cette histoire. Peut-être qu'on peut expliquer effectivement de quoi il s'agit exactement. C'est un circuit de refroidissement d'urgence, c'est ça ? Absolument. C'est le circuit RIS en particulier, qui est le circuit d'injection de sécurité. C'est un circuit en eau qui va permettre, lorsqu'il y a une problématique d'accident, donc de perte d'eau dans le circuit primaire, d'injecter de l'eau de manière à refroidir toujours correctement le réacteur nucléaire. Et donc, aujourd'hui, l'ASN alerte, l'ASN, la sûreté nucléaire, vous le disiez. Et justement, il y a cette première polémique avec le circuit de refroidissement de Penly. Une autre polémique, c'est sur la gouvernance entre l'ASN et l'ISRN. Alors, on découvre des acronymes, mais on va essayer de le décrypter ensemble. L'IRSN, c'est un institut qui s'occupe, donc c'est l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, un établissement public qui est responsable de l'expertise et de la recherche que le gouvernement veut fusionner avec l'ASN. Quels sont les enjeux exactement ? Alors, les enjeux, c'est qu'un renouveau du nucléaire, comme le gouvernement le souhaite, va amener énormément de travail, justement, d'études de dossiers de sûreté par les organismes de sûreté nucléaire qui sont l'ASN et l'IRSN. Aujourd'hui, on est devant énormément de projets. Déjà, la maintenance régulière du parc, les augmentations de durée de vie des centrales nucléaires de 60 ans, voire peut-être à 80. Et puis, il y a tous ces nouveaux projets qui arrivent au mois de juin avec le projet le France 2030 du gouvernement, donc 500 millions, qui a proposé des petits réacteurs pour des nouveaux usages et traiter correctement un peu mieux les déchets nucléaires ou des choses comme ça. Et donc, il va y avoir énormément de travail. Donc, ce que le gouvernement souhaite faire, c'est une réorganisation de manière à ce que l'ASN puisse travailler correctement à tous ces nouveaux sujets qui vont arriver sur la table. Ça permettra un meilleur travail des autorités de surveillance ?
Absolument, ça permettrait d'avoir plus d'agents, plus de personnes experts, de manière à ce que les dossiers avancent un peu plus vite et que on puisse avoir une espèce de fluidification dans les relations, ce qui ne veut pas dire une simplification et un manque de surveillance, on est bien d'accord, hein. On est là sur de l'organisation. Normalement, dans le projet de loi, l'expertise ne disparaît pas et la recherche ne disparaît pas. Les syndicats de l'ASN et de l'IRSN, ils alertent ces syndicats sur le risque majeur d'affaiblissement de la compétence globale, du contrôle et de l'expertise. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un risque que l'expertise globale diminue ? Moi, je ne pense pas. Après, ça dépend un petit peu de comment c'est réorganisé. On n'a pas encore énormément d'informations là-dessus. Il y a déjà des pays qui sont avec des autorités de sûreté où l'expertise est inclus dedans, comme les États-Unis ou le Japon. Il y a même des agences en France sur d'autres problématiques comme l'ANSES qui également ont l'expertise en leur sein. Il n'y a pas de problématique de manque d'expertise ou de disparition d'expertise. C'est normal d'avoir de défendre l'IRSN, son institut, on va dire. Par contre, je pense qu'il y a d'autres manières d'organiser la sûreté en France qui sont aussi bonnes finalement que l'organisation d'aujourd'hui. Il faut vraiment voir que la sûreté nucléaire, le premier responsable, c'est bien l'exploitant. Donc c'est l'EDF, c'est Orano, c'est le CEA sur toutes leurs installations nucléaires de base. Ce sont eux les responsables. Et la meilleure solution pour avoir des installations sûres, c'est que l'exploitant soit conscient d'être responsable et qu'il soit très bien formé. C'est ça en fait le point numéro 1, avant l'organisation. Justement, on va venir dans un instant à l'expertise. Nous sommes avec Emmanuelle Galichet, enseignante-chercheuse en physique nucléaire, pour évoquer avec elle les nombreux débats en cours sur l'atome. Et vous parliez de l'expertise. Est-ce qu'on a encore en France l'expertise nucléaire ? Est-ce que EDF, dont vous parliez, les exploitants ont encore cette expertise qui a fait la grandeur, j'allais dire, de la France pendant des années à l'international ? Alors oui, il faut pas être aussi négatif. C'est vrai que ça fait une vingtaine d'années que la filière nucléaire est montrée du doigt, que on essaye de l'affaiblir, que on essaye de diminuer la part du nucléaire, donc moins de jeunes qui ont été embauchés, etc. Mais enfin, il faut quand même voir qu'aujourd'hui, on a un parc de 56 réacteurs qui fonctionnent, les maintenances sont faites. Qui fonctionne, ça dépend des moments, non ? Alors oui, non mais bien sûr, vous faites des maintenances, c'est normal. Vous avez ce qu'on appelle le grand carénage, c'est-à-dire le passage à 10 ans de plus, à 50 ans pour certains réacteurs ou à 40 ans pour d'autres. Donc tout ça, ça demande vraiment beaucoup de compétences et de gens. EDF le fait avec peut-être un petit peu plus de lenteur qu'on aurait aimé qu'ils le fassent, mais ils le font. Ce qui veut dire qu'il y a quand même, je vous rappelle, c'est la 3e filière française, donc il y a 220 000 personnes aujourd'hui en France qui travaillent pour le nucléaire. Donc on n'est pas en train de dire que tout le monde est parti, que tout le monde est en retraite et qu'il n'y a plus personne. Il y a encore du monde, mais il faut en avoir encore plus si, en plus du parc que nous avons aujourd'hui, vous voulez construire des EPR2, vous voulez réfléchir à des nouvelles solutions et vous voulez aller plus en avant sur la durée de vie des centrales. Tout ça, ça demande énormément de compétences dans l'avenir. Et c'est pour ça que toute la filière et les pouvoirs publics sont en train de s'organiser non seulement pour une réorganisation de la filière, mais aussi pour former de plus en plus de jeunes et de moins jeunes. Vous parlez de la formation, vous êtes enseignante, chercheuse et enseignante. Est-ce que dans votre formation, il y a des jeunes qui veulent faire ces métiers du nucléaire ? Alors moi, mes formations, ça s'appelle le génie nucléaire. Donc tous les jeunes qui viennent chez moi, ils vont être des salariés du nucléaire derrière. Ils ont une motivation très grande pour le nucléaire parce que c'est une solution décarbonée. C'est ce qu'ils disent. Et la deuxième raison pour laquelle ils viennent, je les interroge chaque année pour leur pourquoi, c'est parce que c'est de la science, c'est une filière de haute technologie. Et ça plaît aux jeunes. Et en fait, depuis 2 ans, j'ai des formations qui sont pleines de jeunes.
Pleine de jeunes, et parce que le nucléaire répond notamment aux enjeux de décarbonation, vous en parliez. Absolument. On a vu parmi les écologistes une évolution. Greta Thunberg, par exemple, maintenant, est favorable au nucléaire, alors que pendant des années, les mouvances écologiques politiques étaient plutôt opposées au nucléaire. Est-ce que vous voyez une évolution ? Et je pense notamment à la position du président Macron qui, en 2017, voulait supprimer 4 EPR et aujourd'hui qui veut en reconstruire. Quelle évolution vous voyez de votre position d'enseignante-chercheuse ? Oui, vous avez totalement raison. Il y a une vraie évolution, non seulement des pouvoirs publics, mais aussi du public, des jeunes, des moins jeunes, et de certains courants écologistes. Il y a vraiment une prise de conscience du problème du réchauffement climatique, et c'est bien. Aujourd'hui, on doit absolument lutter contre le réchauffement climatique et on n'a pas 10 millions de solutions. Il faut décarboner, et pour décarboner, il faut électrifier les usages. Et pour électrifier les usages, donc ça veut dire produire de l'électricité, vous n'avez pas 36 millions de solutions encore une fois. Vous avez l'hydraulique, vous avez les énergies renouvelables et vous avez le nucléaire. On peut pas aller au-delà de ça. Et pourtant, beaucoup de risques encore pour le nucléaire. On a tous en tête Fukushima notamment. Est-ce que ces risques ils sont vraiment correctement mesurés ? On parlait tout à l'heure de l'ASN, l'IRSN, mais plus globalement, peut-être la question des sous-traitants notamment. Est-ce que EDF arrive, ou les opérateurs énergétiques arrivent à gérer leurs sous-traitants, à gérer leurs risques ? Et est-ce que la filière nucléaire française, si on la développe, elle arrivera à rester suffisamment non risquée, dérisquée, pour utiliser un néologisme, et éviter d'avoir un nouveau Fukushima en France ? Alors, un Fukushima en France, c'est pas possible, parce que Fukushima, c'était un autre réacteur, c'était un réacteur à eau bouillante. En France, on a un parc de réacteurs à eau pressurisée qui est en fait le plus sûr des réacteurs, parce que il est extrêmement bien protégé de l'extérieur, par les enceintes de confinement, et que le process à l'intérieur, au niveau de la fission et de la réaction en chaîne, est absolument maîtrisé, avec un enrichissement très faible qui permet justement de ne pas aller vers un accident. Maintenant, c'est de la formation, c'est de la responsabilité. Moi, je prône effectivement que les formations nucléaires doivent avoir un cours de sûreté nucléaire et de responsabilisation des exploitants, et donc des jeunes et des moins jeunes qui sont formés, pour que demain, on ait toujours une filière qui soit responsable. C'est ça C'est pas le cas aujourd'hui, il n'y a pas de formation Alors si, bien sûr, il y a des formations, mais il y a beaucoup d'entreprises qui vont aller chercher des formations non nucléaires et qui vont les nucléariser en leur sein. D'accord. Et ça, des fois, c'est un peu trop tard. Je dirais que c'est un peu comme la potion magique d'Astérix. Plus vous y êtes de jeunes, plus la sûreté nucléaire devient quelque chose qui fait partie de votre vie. Et ça, c'est important aujourd'hui, la formation et la responsabilisation. Il y a plusieurs types de réacteurs EPR qui sont dans les tuyaux, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots en ce moment, notamment des mini-réacteurs ou des réacteurs plus petits. De quoi s'agit-il ? Est-ce que c'est la même technologie ? Est-ce qu'ils utiliseront les mêmes types de technologies que les EPR que nous connaissons actuellement ? Alors, pas tous. C'est une très très bonne question. Les projets futurs, ils sont en priorité sur de la petite dimension, effectivement, et vous avez deux voies. Soit vous faites pareil, mais vous miniaturisez, c'est-à-dire le type NUWARD, c'est le projet d'EDF, donc c'est un mini EPR, on va dire. Et puis, vous avez la possibilité de faire complètement autrement, et c'est ce qu'on appelle les AMR, les Advanced Modular Reactors. Et donc ça, ce sont des petits réacteurs qui vont avoir des combustibles différents. Ça peut être des combustibles liquides, comme des sels fondus. Ça peut être utilisé des réactions en chaîne un peu différentes, avec ce qu'on appelle des neutrons rapides. C'est ce qu'on appelle la filière à neutrons rapides. Et donc là, on est sur des solutions qui vont faire autre chose, qui veulent faire de la chaleur, qui veulent produire moins de déchets. Attention, on produit toujours des déchets, qui veulent utiliser surtout la matière première, c'est-à-dire l'uranium, bien mieux, parce qu'aujourd'hui, on n'utilise qu'un très faible pourcentage de la matière fissile qui est l'uranium. Alors là, il faut peut-être expliquer un tout petit peu, c'est-à-dire qu'on a de la matière qui arrive et on n'utilise pas tout pour faire la fusion nucléaire.
Absolument. Quand vous chargez votre réacteur avec de l'uranium 235 et de l'uranium 238, vous avez l'uranium 235, c'est 3,5% du combustible qui est chargé, et c'est avec ce noyau-là qu'on va faire la fission. C'est-à-dire que 96% du combustible qu'on met n'est pas utilisé. Absolument. Il est là parce que l'uranium naturel, finalement, c'est dommage, mais c'est comme ça. L'uranium naturel est beaucoup plus chargé en uranium 238. Donc il y a des filières de réacteurs qui vont essayer d'utiliser cet uranium 238. Donc les 96% de plus. Donc vous voyez, vous partez si on utilise ce genre de réacteur, on part pour des milliers d'années de matières premières. Donc on s'affranchit de l'importance de l'indépendance énergétique, évidemment, la souveraineté sur les matières premières. Merci beaucoup Emmanuelle Galichet d'avoir accepté notre invitation ce matin sur RCF et d'avoir décodé pour nous ces enjeux. Je rappelle que vous êtes enseignante chercheuse en énergie nucléaire au Conservatoire national des arts et métiers.